Et tiens, Klein, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que ces résultats vous inspirent? On a vu d'un côté, l'innovation, c'est considéré comme un espoir. De l'autre côté, les gens ont peur. On a vu les Français qui sont pessimistes par rapport à la capacité de leurs entreprises d'innover dans le domaine de l'énergie. Est-ce que vous pensez que la société a un regard paradoxal sur la technologie? Bien, bonjour à tous. Pour ce qui est de la France, elle se démarque une nouvelle fois par le fait qu'elle est plus pessimiste que d'autres pays européens ou que d'autres pays dans le monde. Il faudrait expliquer pourquoi, mais je suis quand même surpris par les chiffres élevés. Je m'attendais à ce que l'innovation soit davantage contestée, que son association avec les risques soit davantage mise en avant. Ça a été dit, ce qui est attendu, c'est plutôt des changements. On a associé le mot progrès à celui d'espoir, et d'ailleurs, l'idée de progrès a comme anagramme le degré d'espoir. Alors malheureusement, ça ne marche qu'en français, mais c'est pourtant pas en France qu'on l'entend le mieux dans ce sens-là. Non, je pense qu'il y a, si vous voulez, un questionnement général qui est que pendant toute la période dite moderne, disons depuis le siècle des Lumières jusqu'à assez récemment, l'innovation, l'idée de progrès même était enchâssée dans un projet de civilisation. Et qu'aujourd'hui, le futur étant mal configuré, ou pas du tout configuré, eh bien, les innovations sont interrogées pour elles-mêmes, et non plus à l'aune d'un horizon qu'on aurait configuré à l'avance, qu'on aurait désiré à l'avance, et que ces innovations permettraient d'atteindre. Et je pense que c'est ça qui crée le sentiment mitigé que nous observons là, c'est-à-dire que nos concitoyens sont parfaitement conscients que grâce à la science, grâce à la technologie, nous faisons l'histoire, puisque nous faisons des choses qui n'ont jamais été faites, mais nous ne savons pas dire quelle histoire nous faisons. Et j'ai entendu ce matin beaucoup parler du gaz de schiste. Moi, je travaille au CEA, donc un organisme de recherche sur le nucléaire, donc je suis assez conscient de ces difficultés-là. Mais je crois que on doit insérer les innovations dans un récit collectif qui les dépasse. Si on fait des gaz de schiste, si on les exploite, est-ce que c'est par fidélité à une certaine idée du progrès? On peut le faire, donc on le fait. Ou est-ce que c'est par nécessité? Et si c'est par nécessité, il faut l'expliquer. Autrement dit, dire qu'on innove ne me semble plus suffisant pour que l'acceptation des populations soit au rendez-vous, même si la question des risques est réglée. Autrement dit, ce qui est demandé, me semble-t-il, dans les contacts que j'ai pu avoir avec différents publics, c'est qu'on donne sens à ce qu'on fait. Et comme nous sommes tous majoritairement ici ingénieurs, quand nous avons des questions politiques ou des questions éthiques, nous avons tendance à les rabattre sur des questions techniques. Et du coup, nous projetons des questions qui nous dépassent sur la problématique des risques. Et il me semble que ça réduit le problème et permet parfois de rater les bonnes questions. D'autant plus que ça a été montré par un laboratoire de recherche anglais dont le nom m'échappe, mais nous fonctionnons avec un principe inverse d'évaluation des risques. Ce que je veux dire par là, c'est que pour que nous consentions à dire qu'un risque est un risque, il faut que nous soyons capables d'imaginer un moyen de réduire ce risque. Par exemple, en France, dans les années 70, il y avait un nombre de tués sur les routes colossal et personne ne semblait s'en inquiéter. Parce que c'était le prix à payer pour avoir la liberté de circuler. Un jour, quelqu'un a pris la parole et a dit c'est un scandale, il faut faire des ronds-points, améliorer la sûreté des voitures, travailler l'aménagement de territoire, les réseaux routiers, etc., pour diminuer ce chiffre. Et à ce moment-là, la circulation automobile est devenue un risque, parce qu'on imaginait des solutions pour le réduire. Et quand on a quelque chose qui nous tombe dessus et dont on ne voit pas comment on pourrait réduire le risque qui lui est associé, eh bien on a tendance à considérer que ce risque n'en est pas un, c'est une fatalité, c'est quelque chose qui est lié à la condition humaine elle-même, on ne peut pas agir sur lui et donc il faut l'accepter comme il est. Et ça a beaucoup joué, j'ai entendu ce matin parler du changement climatique. Si on présente les efforts à consentir pour réduire le changement climatique, qui est un risque, un vrai risque, mais si ces efforts sont démesurés, eh bien ce risque ne sera plus considéré comme un risque, mais comme quelque chose d'inévitable auquel il faudra s'adapter. Et donc, parler d'innovation simplement en termes de risque me semble risqué.
Très bien. Antoine Compagnon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que M. Klein disait? Est-ce que vous pensez, peut-être on regarde un peu plus en arrière dans le temps, est-ce que vous pensez que la perception de l'innovation a changé dans le temps? L'innovation, du risque, hein, de la peur de l'innovation? Écoutez, je n'ai pas de désaccord avec tout ce qu'il vient de dire. Je crois que c'est tout à fait juste et je crois qu'à l'échelle, sans reprendre le long terme, à l'échelle de notre existence, nous pouvons percevoir ce changement dans la relation publique à l'innovation et au progrès. J'étais adolescent dans les années 60, 70. On construisait, on réalisait des choses qu'on ne réaliserait plus aujourd'hui. Si la France a près de 80% de son énergie d'origine nucléaire, c'est que à ce moment-là, c'était acceptable. Et je crois même qu'en France, l'acceptation du progrès technique à l'échelle de la société a été plus longue et plus profonde qu'ailleurs. On pourrait en donner de nombreux signes. Je crois que, il y a des différences nationales, bien sûr, mais en France, le rôle de l'État a été très important. C'est l'État qui, pendant longtemps, a porté ce progrès dans la société. C'était le rôle du commissariat au plan, c'était la prospective. Quelques années, je faisais au Collège de France un cours sur 1966 et j'avais beaucoup insisté sur ces émissions de télévision qui avaient lieu à l'époque. La France en 1985, c'est-à-dire qu'il y avait tout un discours de ce qu'on appelait prospective qui était organisé autour du commissariat au plan et qui donnait dans la société, dans l'opinion publique, une vision et des espoirs. Évidemment, il y avait beaucoup de choses un peu absurdes qui pouvaient tenir de la science-fiction dans ce genre d'émission, mais il y avait une certaine culture qui emportait la confiance. Alors bien sûr, il y avait les accidents de la route de l'autre côté, mais qui emportaient la confiance dans le progrès technologique. Et évidemment, il y a eu un moment où ces choses ont basculé. Je crois, pour avoir vu ça à l'échelle de ma génération, que c'est en gros au moment du premier choc pétrolier, au milieu des années 1970, c'est par exemple le moment où se sont interrompus à Paris les grands travaux d'urbanisme, la voie sur berge qui existe sur la rive droite, mais qui a été interrompue sur la rive gauche, la radiale, il y avait ce plan d'autoroute intramuros dans Paris, la radiale vers Sergétorix qui a duré encore jusqu'à un certain temps. Moi, je vois assez un moment dans cette France contemporaine qui est celui de la prise de conscience de la préservation, peut-être lors de la destruction des Halles de Baltard au centre de Paris. Des choses ont basculé à ce moment-là et depuis, c'est vrai, mais c'est à une date différente dans les différents pays, même si le phénomène est largement occidental, cette sorte d'insistance sur les risques, comme vous le disiez, mais non seulement sur les risques, sur l'incertitude, sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on ne peut pas calculer, alors que les risques sont calculables. Et d'où la mise en avant de plus en plus urgente de principes de précaution. Encore une fois, avec beaucoup de légitimité, puisqu'il y a eu beaucoup d'affaires qui éveillaient ces sensibilités, depuis l'amiante jusqu'à la vache folle, jusqu'à beaucoup d'autres choses. J'étais il y a peu de temps au Japon, où, évidemment, je suis retourné à Sendai, non loin de Fukushima. La vie a changé. Donc il y a beaucoup de raisons de cette sensibilité qui s'est accrue par opposition à ce qui pouvait être un aveuglement de ma jeunesse. Mais enfin, je pense que face à ce principe de précaution, il faudrait pouvoir défendre un certain principe de réalité qui empêcherait l'immobilisme, parce que l'immobilisme est un risque lui aussi. On va revenir à ce principe de précaution. Juste une question pour vous deux, rapidement. Les différences, parce que là, vous avez parlé principalement de la France. Est-ce qu'on peut
comparé, par exemple, les États-Unis qui sont apparemment à l'opposé de la France ou qui en perçoivent pas du tout de la même manière l'innovation, le progrès. Qui veut commencer rapidement vous? Bon, moi je connais, j'ai l'impression, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, la France est dans un état de grande suspicion, presque de dépression à l'égard de l'innovation. Et ça tient en partie au fait que, ça a été dit par Antoine Compagnon, je pense que nous n'arrivons plus à enchasser les discours que nous tenons tant en matière de nucléaire, de nanosciences, d'OGM ou de gaz de schiste, par exemple, dans un récit qui donne une idée de ce que sera le futur. C'est très difficile d'expliquer, par exemple, aujourd'hui à un adolescent à quoi ressemblera le monde ou la France simplement en 2050. Et du coup, l'innovation, qui est la seule chose qui bouge autour de nous, qui montre que les choses changent, que ça évolue. Et comme on ne sait pas dire vers quoi les choses évoluent, eh bien, il y a une angoisse qui est liée qui est presque une peur du vide, l'idée qu'on va construire un monde dont on ne sait pas sur quoi exactement il repose et à quoi il va ressembler. Et donc, ce n'est pas la technologie ou la science qui sont responsables de cette sorte de déficit. C'est le fait que nous n'avons pas su, et je parle de nous au sens très collectif du terme, construire un projet de société dans lequel l'innovation et les progrès techniques ou scientifiques aient un sens qui les raccroche à une vision qui les dépasse. Et vous enseignez aux États-Unis? J'enseigne une partie de l'année à Columbia. Oui, exactement. Donc vous connaissez bien la société américaine. Parlez peut-être de la différence. Mais vous savez, on attribue ce mot célèbre, ce Bushism, à George W. Bush, qui aurait dit à Tony Blair: The French don't have a word for entrepreneur. Et bon, ça veut tout dire. On s'est beaucoup moqué de lui à propos de ce mot, mais enfin, peut-être qu'il disait quelque chose de quand même un petit peu vrai là-dedans. Et bon, c'est vrai qu'il y a une différence d'attitude aujourd'hui par rapport aux risques, par rapport... Bon, le destin des startups, des entreprises startups dans les deux pays n'est pas le même. Elles se développent aux États-Unis, alors qu'en France, elles ont tendance à se faire racheter et à disparaître dans des ensembles plus grands. Oui, il y a une différence. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un candidat à la vice-présidence qui est Paul Ryan, dont la plupart des idées viennent des romans de Ayn Rand, Atlas Shrugged, enfin des livres qui sont absolument pris dans l'idéologie du progrès des années 1950, c'est-à-dire à un moment où l'enthousiasme à l'égard de l'innovation technologique n'était pas mitigé par des craintes. Oui, il y a une différence, mais il y a des choses qui sont des données qui sont fondamentales. Les États-Unis, c'est un grand pays vide. Et quand on en donne la représentation, c'est ce qu'on montre. Les deux côtes, il y a un peu de monde, et puis au milieu, il n'y a personne. Et c'est ce qui explique aussi la différence, à mon sens, des attitudes vis-à-vis du gaz de schiste et des expérimentations. Si on commençait à explorer des gisements qui se trouvent sur la côte Est ou dans la Silicon Valley, on verrait sans doute des réactions qui ne seraient pas très différentes de celles que connaît l'Europe et que celle que connaît la France aujourd'hui. Oui, vous avez... Oui, c'était juste vous avez parlé du principe de précaution. Il suffit de regarder comment il est invoqué médiatiquement, ce principe de précaution, pour voir qu'il a un double statut. D'abord, il a le sens qu'on lui a donné originellement, c'est-à-dire faire des recherches pour lever les incertitudes et mieux apprécier les risques liés à l'innovation. Et donc, le but, c'est de réduire les risques ou les dangers. Mais on l'utilise de plus en plus comme un principe qui légitime qu'on diminue les angoisses. Et traiter les angoisses, ce n'est pas forcément la même chose que traiter les risques. Oui, mais donc justement, quelle est la bonne attitude à avoir entre le principe de précaution et oui, d'être paralysé? Je sais que la Commission européenne réfléchit au concept d'innovation responsable, qui ressemble un petit peu, au dire de certains, à un oxymoron. Il faudra voir en quoi consiste l'innovation responsable. Moi, je dirais que c'est augmenter la culture scientifique de la population. Je suis au Conseil de l'éducation, je suis au Conseil de la science et de la technologie. C'est l'un des objectifs que nous avons. C'est
à travers l'école, mais aussi à travers les médias, la presse, la radio, la télévision, améliorer la culture scientifique. Et je crois que c'est important dans tous nos pays aujourd'hui. Attention, le fait de connaître la physique nucléaire ne rend pas plus favorable à l'énergie nucléaire. Ça s'est prouvé statistiquement. Ça a été prouvé, oui. Dans les sondages. Les vieilles dames du 16e arrondissement qui admirent De Gaulle et Marie Curie ne connaissent pas la structure de l'atome, mais elles sont pour le nucléaire. Alors qu'on connaît des physiciens nucléaires qui n'aiment pas dans cette énergie le fait qu'elle est centralisée, etc. Donc c'est évidemment une nécessité pour toutes sortes de raisons, notamment celle-là, mais ce n'est pas une garantie parce que toutes les peurs ne sont pas irrationnelles. Non, ce n'est pas une garantie, mais ça permet de rendre le crédit aux experts scientifiques. Et la discussion scientifique. C'est-à-dire que ce qui est toujours très frappant aujourd'hui, c'est qu'à un savant, on oppose quelqu'un qui est, vocal, qui proteste, mais plutôt au nom de peur ou de préjugés. Je crois que le débat pourrait être souvent sur ces questions plus raisonnable. On va y revenir à la fin de cette table ronde. Timothy Considine, so when we talk about the principle of precaution, we have heard about shale gas, because I think shale gas is really a concrete example where the precautionary principle is applied to. So shale gas drilling is banned in France, but not in the US, as we heard before. And you carried out studies financed by the energy industry of shale gas. Can you tell us who exactly financed these studies? Well, I did a series of studies. The first were supported by the Marcellus Shale Coalition, and these were studies of the economic impacts of shale development in Pennsylvania. I later did a study for the American Petroleum Institute that looked at the economic impacts of shale development in Pennsylvania, West Virginia, and potentially New York. And I also did a study supported by the Manhattan Institute in New York City, which is a think tank on the environmental impacts of shale development. I have a pretty long career of external support for my research, not only from industry, but the National Science Foundation, the U.S. Environmental Protection Agency, and the World Bank. And so can you tell us about the results of this survey? Yes, I did a study. It's a follow-on of the Manhattan Institute work, where we took an in-depth analysis of environmental violations in the Pennsylvania Marcellus. This is directed to the overall question of, is it worth it? The economic benefits of shale development are real and tangible, but many in society feel that the environmental impacts are severe. So what we wanted to do was find out exactly what happened in the Pennsylvania Marcellus, and we went through public records on the website of the Department of Environmental Protection, Commonwealth of Pennsylvania, and we looked at over nearly 3,000 environmental violations. And of these violations, we divided them into various categories. And we found about 62% of them were administrative in nature. And then of the remaining amount, we closely scrutinized those and found that they were associated with 845 so-called unique environmental events. Now, of these environmental events, we had to decide which were major and what were minor. And to do that, we looked at the distribution of spills on land and in water, and assumed that the upper quartile, the top 25%, were major. This involved essentially a spill of 400 gallons or more of material on ground or water. Also, other events that were deemed to be major were well blowouts and instances of gas migration. So the question was, once we collected we enumerated all these events, we looked at the rate of events or violations per well drilled. And what you see here on the chart is a plot
on the vertical axis is the percent of wells drilled, and on the horizontal axis by category are the various violations. So the major conclusion from this investigation of the data is that the incidence of major environmental events associated with shale drilling in the Pennsylvania Marcellus is less than 1%, and that's the top red line. You see it peaked at a little over 1% in 2009, came down to 0.43% in 2010, and then popped up to 0.8% in the first 8 months of 2011. Of those major environmental events, the largest category are site restoration violations and also major land spills. So what we can see, there are still some accidents, even if they are less. Now, how is the shale gas perceived in the U.S.? Well, there are a variety of concerns in the U.S. about shale gas development. First of all, as many of you know, the United States is a continental country. And historically, most oil and gas development in the United States occurred in the frontier areas of Texas, Oklahoma, Colorado, where population density is very low. Ironically, the oil and gas industry started in western Pennsylvania with Colonel Drake's well in 1859. But since then, Pennsylvania and that area of the country, the northeastern part of the United States, is fairly less developed in oil and gas. So the underlying socioeconomics of this development, of the Marcellus in particular, because the Marcellus is the epicenter of these concerns between energy and the environment, is the overlay of a large population, roughly 80 million people from Boston to DC, with a giant gas field essentially in their backyard. And the concerns are threefold. The first one is long-term contamination of water supplies, drinkable or potable water supplies. And as the previous speakers have indicated, there's really no factual evidence that hydraulic fracturing per se has contaminated water supplies. But the fact of the matter is, accidents do happen in the construction of the well, the casing and the cement, and we found that in our survey, that there were a few cases where water was contaminated from improperly constructed wells. Also, another source is the spills on land and water that, while individually may be quite small, collectively can add up. We found that even if you add these up, it's a very small amount of contaminants that enter the environment. The second concern is really around public health, and there are two parts of this. The first is the fear of water contamination, and the other is contaminants in the atmosphere. And both of these are pathways that affect human health. Now, in the regulatory realm, particularly in Pennsylvania, Pennsylvania has enacted very stringent regulations on how these operators should develop these wells, designed to minimize the amount of water contamination. And also the United States Environmental Protection Agency at the federal level is enacting regulations to control fugitive emissions of methane during the production process, particularly the flowback period. And also there are regulations under discussion in limiting emissions from diesel equipment used during the production process. There's a very significant amount of diesel fuel that's consumed in transporting materials to the site, and also during the hydraulic fracturing process itself, creates air emissions, NOx, particulates, and so on, that directly affect human health.
Okay, thank you. Now I think it would be interesting to see how things are going in Denmark, because this country has been doing fracking since 30 years. Peter Steen, you are CEO of the Danish North Sea Fund. I think total people know what is about this Danish North Sea Fund, but there are some other people who might not know. So my first question is, could you please tell us what this North Danish Sea Fund is really doing? Yeah, sure, I will. Thank you for inviting me. But I would like to start informing you that Denmark has for some years been the third largest oil producer in Europe. I admit gladly that there is a big step from number 2 to number 3 from UK to Denmark. But still, it is a very important part of our economy, and all the oil we have produced in Denmark until now has been from very, very tight chalk fields in the North Sea. So we are talking about offshore productions, and it has not been possible to produce these without using stimulation, fracking, or wells, because we are talking about what I learned this morning about very uncooperative formations. And this is the short story about the Danish oil and gas industry, but it is a major part of our economy. And my company is a 100% owned state company. We participate in all exploration and production license in Denmark. And we are, as I said, owned by the government. And our job is to ensure that as much as possible of the oil and gas in the Danish fields are produced, and therefore we have a role as pushing for new innovation. We have only produced something like 20% of the oil in the ground in these very tight chalk fields. So here we have a situation which are very much similar to some of the problems we have heard about shale gas. So there is a public concern in Denmark about shale gas. How do you reassure? How do you communicate with the public? Yeah, you know, that this is one of the funny dilemmas, actually, that until recently, everything went on offshore, as I said. But some years ago, we got 2 licenses in Denmark. You can see them on the map here, together with Total. Total is an operator. We have 20%. And the areas for these licenses is chosen very carefully, because it is areas where most of the influential and rich people in Denmark lives. And in the northern part of Zealand and the northern part of Jutland, they spend their holiday in their summer houses. So the challenge is there to explain what is going on. And we spent, together with Total, a lot of time and effort and money to inform about the activities. But there have been increasing discussion in Denmark about shale gas, especially based on the European debate and the French situations. So there are a good deal of concerns in the public about these activities. And concretely, can you give us some examples of how you communicate with NGOs, with politicians? Because I think it's very interesting. First of all, we try to tell exactly what we are doing to make it as transparent as possible, because we have nothing to hide. The technology has been there for many years. We have had no problems. We have not seen any problems with drinking water pollution or things like that. So there are no reason not to be honestly with our activities. But as we have heard also earlier in this discussion, this is not maybe a question about facts. It is more a question about trust or belief. But we have this situation where the activities going on for many, many years in the North Sea, when they moved into the onshore area, they suddenly create a good deal of frustration and concern in the public. And also, I would say that we see the politicians being very uncertain about this dilemma, because if we do like the French, if we actually did not allow fracking, all the oil production in the Danish North Sea would stop.
and the economic impact of that is unbelievable for the Danish economy. So therefore, there is a dilemma. How do the politicians put together the fact that we need this oil and gas, also the shale gas, in order to take the transition from the situation we are in today to the green future, so to say. And so, do you think what is the best way? It's to be factual, as you said. You have to focus on local interest. What is the population have to really understand? No, what you're doing. You don't hide anything. Can you say a bit more? I think it's very important to be factual. It's very important to inform, especially the local municipalities and the local organizations. Why? Because they have to understand really Because what's happening. they should be the first to know what's going on, and they should not be told about the activities from third parties. They should be told by the companies who are actually doing the activities, and I believe that is the best way of communicating with the population. Okay, thank you. Timothy Considine, do you agree with Peter Steen? You have to be as factual as possible. Is this the purpose of your survey? Yes, I agree. I would also add that at the local level, you need to educate the public on the production process. A lot of people are unfamiliar with oil and gas development, and in particular, the advanced technologies that are being employed today. So, as the previous speakers have mentioned, when there is a lack of knowledge, there's greater uncertainty. If there's more knowledge and understanding, people have not only the facts, but a holistic perspective on the production process to assess whether the risks are worth taking. And, quite frankly, in a lot of communities, the populace may decide that the risks are unacceptable. It really does depend upon the perceptions of risk in the populace and their preferences on it's not only risk to the environment and public health, but another dimension that others have just touched upon, I would stress is also important, is the external effects associated with development, the traffic, the noise, the diminution of scenic beauty in landscapes that now have gas wells. Even though the footprint of a gas well may be very small, and in many cases they're hidden in forests, it is a concern, a real concern in communities. And these are just difficult issues that have to be addressed. But there is a positive economic impact. Yes, it is real. And as this connect. chart illustrates here, the previous chart was if we could skip to the previous, there, thank you. The green shaded area is the extent of the Marcellus and Utica shales. And you see the dots right under the New York-Pennsylvania line. Those are wells drilled, Marcellus wells drilled during 2008, 2009. This is dramatically filled in over the past couple of years. And you notice there's no drilling north of the New York state line. Well, this is because New York State has imposed a de facto moratorium on shale drilling by limiting the amount of water that could be used in any hydraulic fracturing job. And so New Yorkers have basically come to the conclusion the political process has supported this moratorium. The next slide will show some data on the relationship between drilling activity and sales tax revenue. The Commonwealth of Pennsylvania collects a sales tax. It would be similar to your value-added tax of 6% on transactions. Food and beverages, clothing, other items are taxed. And as this chart illustrates, the red counties are counties that have seen a substantial increase in sales tax revenues. And you can see the clear association
between gas drilling and higher sales tax revenue in the various counties. It's not exact, but it clearly is evidence. If you look around the United States, for instance, looking at sales tax revenues and unemployment rates are substantially lower in those states with substantial oil and gas development. The next slide does this comparison of unemployment rates by county within Pennsylvania. And again, the green, the dark green and lighter green counties are those counties with unemployment rates below the statewide average. And you can see that there is a rough relationship between the amount of gas drilling and lower unemployment rates. So the higher the drilling, the lower the unemployment rates in many of these counties. So it's pretty clear. There are also, besides the sales tax revenue and employment impacts of oil and gas development, and it's important to keep in mind that oil and gas development is an investment activity. And investment activities have a pretty powerful multiplier effect on the economy. And this is what's driving these data that I report on these two charts. Another big driver to emerge in or effect of shale gas development, and the previous panel pointed to this, is the decline in natural gas prices in the United States. And this is having both short-run or immediate impacts and also long-run impacts. The short-run impacts are primarily two ways: by lowering consumers' and businesses' natural gas bills, or the amount of money that they have to spend on natural gas is dramatically lower. This frees up cash in their accounts to spend on other goods and services. The other effect is through electricity prices. In many areas of the United States, we have deregulated electricity markets, so the incremental cost or the wholesale price of power in many regions moves directly with natural gas prices. So what we've seen in the Northeast and Mid-Atlantic regions of the United States is a sharp drop in the price of electricity. This has actually made it more difficult to operate coal plants. In fact, a lot of utilities have decided to shut down coal plants and run natural gas plants, and it's also made it more difficult to operate renewable facilities, renewable energy facilities. And then finally, the long-term effect is that lower natural gas prices is changing the economics of producing petrochemicals in the United States, so much so that firms now find it very profitable to consider, and it's soon to be make investments in big natural gas using industries like ethylene crackers, other petrochemical facilities, more electric power plants fired by natural gas, and potentially natural gas to liquids, looking very attractive given the large gap between natural gas prices and petroleum prices in the United States. Thank you. Thank you. Now I would like to step back a bit and talk in a more generally way. How is scientific progress perceived in Denmark, for example? In general, I think there's full acceptance that research and development is needed and new innovation is looked upon. And you can see within renewable energy, there have been a lot of research in Denmark and development of windmills and things like that. So what I feel are missing when we are talking about the oil and gas sector is the political understanding that it also requires innovation and research and development to extract this remaining amount of oil and gas which is in the Danish subsoil. So we are lacking of good research and development in that area now.
OK, thank you. J'aimerais bien terminer avec vous, Étienne Klein. En fait, on a déjà abordé cette question. Quelle est la position, en fait, la place de la science dans la société française? Et en plus, comme on a déjà constaté, la place est peut-être pas assez importante, on ne donne pas assez de place. Et vous avez proposé, par exemple, d'intégrer plus dans l'éducation la science, mais peut-être comment on peut améliorer cette place aussi? Avez-vous des idées? Bon, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer d'expliquer aux gens la physique contemporaine, le boson de Higgs, des choses comme ça. Et ça m'a conduit à beaucoup d'humilité et à un peu de scepticisme. Je pense que les sociétés dites postmodernes sont traversées par deux courants de pensée qui devraient se détruire mutuellement, mais qui en réalité s'alimentent l'un l'autre. Le premier, c'est le désir de véracité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être dupe. Dès qu'un discours est consensuel, on soupçonne qu'il y a un intérêt caché qui s'exprime là. Et donc, on croit volontiers au complot, au discours trompeur, etc. Et on veut échapper à cette tromperie généralisée. Et ce désir de véracité engendre dans la société un processus critique qui vient ensuite défaire l'idée même de vérité. Et donc le désir de véracité et le déni de vérité, en fait, cohabitent très bien et s'alimentent l'un l'autre, de sorte que sur des débats comme les OGM ou sur les nanosciences ou sur le nucléaire, il est très difficile, peut-être même de plus en plus difficile, de faire entendre la voix de la science, si cette expression a un sens, parce que toute personne qui parle est censée parler ou supposée parler au nom d'un intérêt qui n'est pas l'intérêt de la connaissance, mais autre chose. Et cette suspicion généralisée n'est pas propice à l'éducation des sciences. Et moi, je milite pour qu'on redonne de l'autorité aux professeurs, à condition qu'elle soit méritée. Très bien. Juste peut-être un petit mot sur l'innovation entrepreneuriale. Comment on peut encourager L'innovation dans l'entreprise, Oui. ce que je décrivais tout à l'heure. Oui, oui. Je crois que d'abord, il y a des questions qui sont liées au financement de l'innovation, mais je pense que ça tient aussi pour beaucoup à l'école et à ce qui est donné à travers la formation dans les écoles, notamment d'ingénieurs en France. Et bon, comment dire, on sait que beaucoup de ces jeunes ingénieurs se tournent vers la finance, ils deviennent des traders. Il y a une grande école de trading française, mais on pourrait aussi aller davantage vers la science et vers l'innovation technologique. Mais je suis là aussi d'accord avec ce qu'Étienne Klein disait sur cette théorie du complot qui est constante et qui fait que les experts sont toujours soupçonnés de conflit d'intérêts. La notion de conflit d'intérêts n'existait pas en France dans les années 60, et c'est vrai que c'était un manque, c'était manifestement un manque, mais aujourd'hui, cette notion fait que tout expert est soupçonné d'avoir un agenda caché, ce qui rend très difficile ces débats sur les sciences. On parle en ce moment de différentes conférences de consensus. Et peut-il y avoir une conférence de consensus sur les nanotechnologies, il y a quand même un domaine où les choses passent mieux en France aujourd'hui, c'est l'innovation médicale. Les gens sont très sensibles à ce que l'innovation médicale peut leur apporter et se méfient sans doute moins que dans d'autres secteurs de l'innovation. Merci beaucoup.